Une fillette de 7 ans, pauvre et discrète, attendait dans un placard d'entretien, pendant que sa mère travaillait comme femme de ménage dans le gratte-ciel d'une puissante entreprise technologique de Paris. Par la porte entrebâillée, elle surprit des hommes déguisés en agents de sécurité parlant secrètement russe dans le couloir. Elle écouta attentivement, comprit qu'ils préparaient quelque chose de terrible. Et lorsqu'elle les entendit mentionner un dispositif placé sous la chaise du PDG milliardaire, elle se mit à courir pour l'avertir quelques secondes avant qu'il n'entre dans une réunion qui aurait pu lui coûter la vie. Avant de poursuivre cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un j'aime. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez, nous adorons le savoir. Ce matin-là, Claire Dubois gara sa voiture dans le parking souterrain de la Tour Lafayette à La Défense. Émilie, assise à l'arrière, balançait ses pieds avec excitation. La fillette de 7 ans suppliait sa mère depuis l'aube de l'emmener au travail, surtout après avoir appris que l'école resterait fermée à cause d'une chaudière en panne. Claire n'avait guère le choix, leur voisine Madame Jacobs, qui gardait habituellement Émilie, était partie voir sa famille à Nice. Après réflexion, Claire accepta enfin de l'emmener, mais sous une règle stricte, elle devait rester tout le temps dans le placard de ménage. Pas de promenade, pas d'exploration. Émilie promit d'être sage. Une fois à l'intérieur, Claire la conduisit jusqu'au petit local du 14e étage, au fond d'un couloir, lui donna une collation, quelques feuilles des crayons et son cahier de coloriage préféré. Elle sourit, embrassa sa fille sur la joue et partit nettoyer les couloirs. Émilie s'installa et commença à colorier, heureuse d'être dans un endroit nouveau et passionnant. Le bourdonnement du système de chauffage était le seul son alentour, jusqu'à ce qu'elle entende soudain des pas. Les pas s'arrêtèrent juste devant la porte. Émilie suspendit son crayon, tendit l'oreille intriguée. Puis des voix se firent entendre, graves, sérieuses, rien de l'intonation douce de sa mère ou de ses professeurs. Les hommes parlaient une langue qu'elle n'entendait pas souvent, mais qu'elle avait déjà reconnue autrefois, sa vieille voisine. Madame Ivanova l'utilisait quand elle racontait son enfance. Émilie ne comprenait pas tout, mais elle reconnut quelques mots. Les hommes parlaient le russe. Cela capta aussitôt son attention. Sa voisine lui avait dit un jour « Sois toujours prudente quand tu entends cette langue dans des endroits étranges, juste au cas où. » Émilie écouta plus attentivement et distingua un mot qui ressemblait à Monsieur Durand. Elle connaissait ce nom. Il figurait sur les panneaux de l'entreprise. C'était l'un des dirigeants de Durand Technologies, la société installée dans la tour. Puis, l'un des hommes prononça le mot « plan », suivi d'une expression qu'elle ne comprit pas, mais leur ton était trop grave pour une simple conversation de travail. Le cœur d'Émilie s'accéléra. Quelque chose sonnait faux. Sa mère lui avait dit de rester dans le placard, mais aussi que si un danger survenait, elle devait la prévenir sans tarder. La fillette se leva doucement, ouvrit la porte d'1 centimètre pour vérifier que le couloir était vide, puis se glissa dehors. Elle savait où sa mère devait se trouver, au bout du couloir, en train de nettoyer les sanitaires. Elle se dépêcha ses baskets, ne produisant presque aucun bruit sur le carrelage. En la retrouvant, elle tira sur son uniforme et chuchota. « Maman, il y avait 2 hommes devant le placard. Ils parlaient en russe. Ils ont dit quelque chose sur Monsieur Durand et un plan. » Claire la regarda surprise. « Émilie, je t'avais dit de ne pas sortir du placard. » Émilie insista. « Je dis la vérité. Je sais que c'était du russe. Madame Ivanova m'a appris quelques mots. Je les ai entendus clairement. » Claire soupira. « Chérie, tu as peut-être mal compris. Parfois les adultes parlent d'autres langues. Cela ne veut rien dire de mal. Et même si c'était du russe des employés étrangers, travaillent ici, c'est normal. » Émilie fronça les sourcils. Elle n'y croyait pas. La manière dont ces hommes parlaient lui avait noué l'estomac.
Claire la ramena doucement vers le placard pour la calmer. « Écoute, j'ai presque fini ici. Reste encore un peu dans le placard. Ensuite, on rentrera à la maison. On ira peut-être manger une glace. Tu as été très gentil aujourd'hui. » Émilie hocha la tête, mais ses yeux restaient inquiets. Elle ne voulait pas désobéir, pourtant son instinct lui criait que ce n'était pas une simple imagination. Elle retourna dans le local, mais laissa la porte légèrement ouverte cette fois, au cas où elle entendrait encore quelque chose. Assise par terre, elle reprit son crayon sans vraiment colorier. Ses oreilles restaient aux aguets. Chaque fois que quelqu'un passait, elle se figeait. Elle se repassait les paroles dans la tête Monsieur Durand-Plan, puis un mot qui ressemblait à heure ou horloge. Elle regretta de ne pas avoir appris plus de russe avec Madame Ivanova qui lui répétait souvent « C'est une bonne langue à comprendre si jamais tu te trouves dans une situation dangereuse. » Émilie pensa à ressortir peut-être pour prévenir quelqu'un d'important. Mais qui croirait une fillette de 7 ans qui n'avait entendu qu'un bout de conversation. Pourtant, elle ne pouvait pas l'ignorer. Sa mère disait toujours « Quand ton cœur te dit que quelque chose ne va pas, écoute-le. » Et Madame Ivanova disait la même chose. Et à cet instant, le cœur d'Émilie lui disait qu'il allait se passer quelque chose de grave. Soudain, un bruit retentit dans le couloir. Cette fois, c'était un bip, comme celui d'une carte magnétique qu'on utilise pour ouvrir une porte. Émilie se glissa silencieusement jusqu'à l'entrée du placard et jeta un œil par la fente. Elle aperçut l'un des hommes en costume noir tenant un petit sac sombre. Il regarda des deux côtés avant d'entrer dans une pièce portant l'inscription « Électricité ». Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Cette salle contrôlait une grande partie du bâtiment. Les lumières, les caméras, les alarmes. Elle s'en souvenait, elle y était passée avec sa mère. À présent, elle en était sûre, ces hommes préparèrent quelque chose de mauvais. Elle resta immobile, observant pendant que le second homme montait la garde à la porte. Émilie s'assit de nouveau, réfléchissant vite. Devait-elle aller chercher quelqu'un? Et s'il revenait et découvrait qu'elle n'était plus là? Et s'il la trouvait? Elle attrapa un crayon et se mit à dessiner rapidement ce qu'elle venait de voir. Le sac noir, la porte marquée, électricité, les costumes sombres. Peut-être que quelqu'un la croirait si elle avait quelque chose à montrer. Elle avait peur, mais plus encore, elle sentait qu'un événement important était en train de se produire. Pendant plusieurs minutes, Émilie n'entendit plus rien. Elle resta silencieuse à l'affût du moindre son. Finalement, elle perçut la porte se refermer et les pas s'éloigner. Elle attendit encore un peu pour s'assurer que tout était sûr, puis ouvrit le placard et courut retrouver sa mère une seconde fois. Cette fois, elle parla vite et avec assurance. « Maman, je les ai vus. » L'un d'eux est entré dans la salle électrique avec un sac noir. L'autre faisait le guet. « J'ai fait un dessin, regarde. » Claire examina le dessin, le visage hésitant. « Émilie, ce sont sûrement des techniciens. Parfois, les gens transportent des outils dans des sacs. » Mais Émilie secoua la tête. « Non, ils parlèrent de M. Durand tout à l'heure et ils se cachaient. Il faut me croire. » Claire hésita, regarda le dessin, puis le visage sérieux de sa fille. Enfin, elle dit « D'accord, je vais aller vérifier. Mais toi, tu restes ici, tu ne bouges pas. Compris ?» Émilie acquiesça. Elle ne savait pas si sa mère la croyait vraiment, mais au moins, elle allait vérifier. Restée dans le placard, Émilie garda les yeux fixés sur la fente de la porte, prête à observer. Elle avait promis de ne pas sortir, mais quelque chose la troublait encore. Les deux hommes qu'elle avait vus n'agissaient pas normalement. Elle réentendait leur voix dans sa tête, surtout quand ils disaient « Monsieur Durand est pleine ». Ce n'était pas une conversation ordinaire. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle sentait que c'était grave. Sa mère ne l'avait pas cru la première fois, mais si elle découvrait davantage,
Peut-être pourrait-elle le prouver. Émilie ouvrit la porte avec précaution, jeta un coup d'œil dans le couloir personne. Elle se glissa dehors à nouveau et s'accroupit derrière une rangée de chaises près du coin. Elle resta aussi immobile que possible et attendit. Quelques minutes plus tard, des pas résonnèrent dans le couloir. Entre les pieds des chaises, elle aperçut les deux hommes de tout à l'heure, rejoints cette fois par un troisième. Tous portaient des costumes sombres et parlaient à nouveau russe. Émilie retint sa respiration et tendit l'oreille. Elle se concentra sur leurs paroles. Elle ne comprenait pas tout, mais reconnut certains mots salle de conférence, puis quelque chose comme 14 heures. Une autre phrase ressemblait à quand il s'assiera. Elle répéta ces mots dans sa tête pour ne pas les oublier. Puis soudain, l'un des hommes parla en anglais. Le dispositif est déjà installé. Il ne saura pas ce qui l'a frappé. Le cœur d'Émilie se mit à battre à toute vitesse. Quel dispositif voulait-on faire du mal à quelqu'un? Elle savait que M. Durand était un homme très important, propriétaire de toute l'entreprise, occupant les étages supérieurs. Ces hommes prévoyaient-ils de l'attaquer dans la salle de conférence? À 14 heures, elle ne voulait pas attendre pour le découvrir. Dès qu'ils s'éloignèrent, elle bondit et courut le long du couloir, ses baskets frappant doucement le sol. Peu importait si elle allait être grondée, quelque chose de grave allait se produire et elle devait l'empêcher. Elle retrouva sa mère près de la salle de pause, en train d'essuyer les comptoirs. « Maman, ils sont revenus. Je les ai entendus encore. Ils sont 3 maintenant. Ils ont parlé d'une salle de conférence à 14 heures. Et l'un d'eux a dit « Le dispositif est déjà installé ». Claire leva la tête surprise de voir sa fille hors du placard une fois de plus. « Émilie, qu'est-ce que je t'ai dit ?» lança-t-elle agacée. Mais Émilie secoua la tête, les yeux humides. « Je ne mens pas. Ils ont dit que M. Durand ne saura pas ce qui l'a frappé. » Claire s'arrêta, regarda sa fille attentivement. Le visage d'Émilie était rouge, ses mains tremblaient. Claire ne savait plus quoi penser. Sa fille était vive et avait une excellente mémoire, mais c'était une histoire difficile à croire. Et si pourtant Émilie disait vrai, elle soupira. D'accord. Allons voir la sécurité. Peut-être qu'ils pourront vérifier juste pour être sûrs. Un peu soulagée, Émilie suivit sa mère. Au moins, quelqu'un allait peut-être les aider. Elles se dirigèrent vers le hall d'accueil. En arrivant à la réception, Claire demanda à parler à un agent de sécurité. Un homme en uniforme s'approcha pour les assister. Émilie se figea en voyant son visage. C'était l'un des hommes qui parlait en russe, plutôt maintenant, vêtu comme un garde. Elle n'en croyait pas ses yeux. Sa bouche s'assécha instantanément. Émilie comprit aussitôt que si elle disait la vérité devant cet homme, il pourrait leur faire du mal à elle ou à sa mère. Réagissant vite, elle inventa une histoire. Je voulais juste dire que j'ai vu des gens se promener tout à l'heure. Ils avaient l'air perdus, dit-elle avec un faux sourire. L'homme plissa les yeux, la dévisagea, mais ne répondit rien. Claire, déconcertée, garda le silence. Émilie tira doucement la main de sa mère et murmura « Allons-y ». Une fois hors de portée de voix, elle chuchota « C'est lui, maman, c'est l'un d'eux. Il portait un costume tout à l'heure. Je te jure maintenant, ils sont déguisés en agents de sécurité. » Claire pâlit. Elle ne savait plus quoi faire difficile de savoir à qui se fier. Elles retournèrent dans la zone d'entretien et Claire tenta de garder son calme. Elle ne voulait pas effrayer davantage sa fille, mais la situation devenait clairement inquiétante. « D'accord, dit-elle lentement. S'ils préparent vraiment quelque chose et qu'ils se font passer pour la sécurité, aller à la police pourrait prendre trop de temps. » Émilie hocha vivement la tête. « Personne ne me croira, maman. Je ne suis qu'une enfant. Ils penseront que j'invente. »
Claire n'osa pas le dire, mais elle savait qu'Émilie avait probablement raison. Sans preuve tangible, personne ne les prendrait au sérieux, surtout maintenant qu'un des hommes portait un badge officiel. « Il faut être maligne », déclara-t-elle enfin. « Si tu peux trouver une preuve, une vraie, on ira directement voir quelqu'un qui pourra nous aider. » Le cerveau d'Émilie s'emballa. Elle se rappela la salle électrique et la salle de conférence. Peut-être qu'en y retournant, elle trouverait quelque chose. Elle avait peur, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre. De retour dans le placard, elle s'assit par terre, réfléchissant intensément. Il restait environ 2 heures avant 14 heures. Si ces hommes préparaient quelque chose contre M. Durand à ce moment-là, il fallait agir vite. Elle fouilla son sac à dos et trouva une petite lampe de poche. Sa mère lui disait toujours d'en garder une. Elle avait aussi son carnet à dessin et quelques crayons. Émilie décida de noter tout ce qu'elle savait. Langue russe, 3 hommes, salle de conférence. 14 heures, quand il s'assiera, le dispositif est déjà installé. Elle illustra chaque point d'un dessin, espérant que cela aiderait à convaincre plus tard. Elle se rappela aussi le couloir où l'un des hommes avait disparu. Peut-être que la salle de conférence s'y trouvait. Elle décida d'y retourner dès que ce serait sans danger. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait, mais elle sentait qu'elle le reconnaîtrait en le voyant. Elle n'allait plus rester passive, il était temps d'agir. Assise sur le sol du placard, le cœur battant encore vite, Émilie pensa à la suite. Il lui fallait une preuve, quelque chose qu'aucun adulte ne pourrait ignorer. C'est alors qu'elle se souvint du téléphone de sa mère, laissé sur une étagère pendant le ménage. Elle le prit, l'alluma et trouva l'application dictaphone. Elle l'avait déjà vu s'en servir pour ses listes de courses. Émilie appuya sur enregistrer et sortit du placard aussi discrètement que possible, longeant les murs. Elle savait où les hommes se retrouvaient, près de la salle électrique. Elle marcha vite sans bruit. Quelques minutes plus tard, elle les aperçut, les 3 hommes réunis près d'une grande plante en pot, parlant à voix basse. Émilie se tapit derrière la plante, parfaitement immobile, s'assurant que le téléphone enregistrait. Elle ne comprenait pas tout le russe, mais elle distingua plusieurs mots anglais. L'un d'eux parla d'un détonateur et de sous la chaise. Un autre mentionna des fichiers militaires et un transfert. Puis une voix reprit en anglais. « Once the meeting starts, we activate it. They'll never trace it back to us. » Émilie retint son souffle. Elle ne voulait pas se faire repérer. Les hommes parlèrent d'une personne dans l'immeuble qui les aidait à effacer leurs traces et d'une vente au gouvernement russe. Elle ne mesurait pas l'ampleur de ce qu'elle entendait, mais elle savait que c'était grave. Ils ne cherchaient pas seulement à blesser M. Durand, ils voulaient voler des secrets d'État. Elle garda le téléphone pointé vers eux pendant qu'ils discutaient. Après 5 longues minutes, elle coupa l'enregistrement et recula lentement, vérifiant qu'il ne la voyait pas, puis s'enfuit vers le placard. Ses mains tremblaient quand elle referma la porte derrière elle. Assise sur le sol, elle lança la lecture. Les voix étaient nettes, les mots glaçants. Elle tenait enfin une preuve, quelque chose que les adultes devraient les prendre au sérieux. Elle réfléchit à qui montrer l'enregistrement. Sa mère devait encore travailler, et la sécurité n'était plus une option, après ce qu'elle avait vu. Soudain, elle se souvint de quelque chose que Claire avait dit quelques semaines plus tôt. En parlant au téléphone, elle avait mentionné Madame Lefebvre, l'assistante de M. Durand. D'après elle, cette femme était gentille humaine, différente des autres cadres du dernier étage. Elle lui avait même offert un sandwich un jour où elle avait oublié le sien. S'il y avait quelqu'un dans tout l'immeuble capable d'écouter une enfant, c'était bien elle. Émilie regarda le panneau de l'ascenseur et appuya sur le bouton du dernier étage. Quand les portes s'ouvrirent, elle sortit sur le niveau exécutif. Tout y était plus propre, plus silencieux, moquette épaisse, grande baie vitrée,
odeur de cire et de café discret. Elle inspira profondément et s'avança vers le bureau de réception devant le bureau de M. Durand. Une femme aux cheveux courts et aux lunettes fines tapait sur un clavier. Émilie la reconnut grâce à une photo. Vue dans le téléphone de sa mère, c'était Madame Lefebvre. Elle s'approcha du bureau, serrant le téléphone à deux mains. Madame Lefebvre leva la tête étonnée de voir une enfant. « Je peux t'aider, ma chérie ?» demanda-t-elle avec un sourire bienveillant. Émilie déglutit. « Vous êtes Madame Lefebvre. J'ai quelque chose d'important à vous dire. S'il vous plaît, ne soyez pas fâchés. Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici, mais c'est très grave. » La secrétaire fronça légèrement les sourcils intrigués. « Oui, c'est moi. » « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Émilie inspira profondément. « Des hommes préparent quelque chose de mauvais. Ils vont faire du mal à M. Durand. Je les ai entendus, je les ai enregistrés. » Madame Lefebvre haussa un sourcil, mais resta calme. « Tu as enregistré quelque chose ?» Émilie hocha la tête et lança la lecture. Les voix étaient étouffées, mais on distinguait nettement des mots comme détonateur sous la chaise et dossier classifié. Madame Lefebvre se redressa d'un coup. « Où as-tu entendu ça ?» Émilie regarda nerveusement autour d'elle. « Je ne peux pas le dire tout haut. Ils sont déguisés en agents de sécurité. Je crois qu'ils nous surveillent. » Madame Lefebvre arrêta l'audio et fixa l'écran les mains suspendues au-dessus du clavier. Elle remit la lecture plus fort cette fois. Elle ne comprenait pas le russe, mais les passages en anglais suffisaient à lui glacer le sang. Pourquoi quelqu'un mettrait-il quelque chose sous sa chaise, murmura-t-elle à elle-même. Émilie pointa le téléphone. Ils ont dit que quand il s'assiera dans la salle de conférence à 14 heures, ils l'activeront. Madame Lefebvre regarda l'horloge de son ordinateur. Il était déjà 13h15. Elle se leva brusquement alarmée. « D'accord, viens avec moi. Il faut prévenir quelqu'un tout de suite. Je te crois. » À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit derrière elle. Un homme grand aux cheveux gris en costume bleu sortit. Émilie le reconnut immédiatement grâce aux portraits affichés dans le hall M. Durand en personne. Il sembla surpris de voir une enfant. « Que se passe-t-il » demanda-t-il d'une voix calme mais autoritaire. Madame Lefebvre se tourna vers lui. « Monsieur, cette petite fille a quelque chose que vous devez entendre immédiatement. Il pourrait y avoir une menace contre votre sécurité. » Émilie tendit le téléphone, espérant qu'il écouterait. Elle se tenait droite devant lui, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait jamais parlé à quelqu'un d'aussi important. « Monsieur Durand, je sais que je suis juste une enfant, mais quelque chose de très grave va vous arriver. Vous devez me croire, monsieur. » Durand haussa d'abord les sourcils, presque amusé. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. Émilie répondit-elle. « Je suis venue avec ma maman. C'est la femme de ménage. » Madame Lefebvre se tenait près d'elle, attentive. Émilie raconta tous les voix russes, le nom de Durand, citait la mention d'un dispositif sous sa chaise, les fichiers militaires volés. Elle expliqua qu'elle avait tout enregistré et lui tendit le téléphone. Durand le prit et lança l'enregistrement. Au début, il écouta distraitement, mais dès que les mots détonateur et salle de conférence retentirent, son sourire disparut. Il échangea un regard avec Madame Lefebvre, puis fixa de nouveau Émilie. « Où as-tu entendu ça » demanda-t-il. Beaucoup plus sérieux. Émilie reprit calmement, décrivant comment elle s'était cachée derrière la plante, avait tout enregistré, et comment l'un des hommes portait désormais un uniforme de sécurité. « S'il vous plaît, n'allez pas à la réunion. Ils ont dit que ça se passerait quand vous vous assiérez. Ils étaient sûrs de l'heure 14 heures. » Durand consulta sa montre. Il était déjà 13h30. « Cette réunion est importante. C'est un contrat à 100 millions d'euros avec le ministère des Armées.
Je ne peux pas l'annuler à cause d'une histoire racontée par une enfant. Madame Lefebvre insista. Monsieur, peut-être devriez-vous la reporter par précaution. Mais Durand secoua la tête lentement. Émilie s'approcha et tira doucement sur sa manche. « Si vous mourrez, le contrat ne voudra plus rien dire, » murmura-t-elle. Le silence tomba dans la pièce. Durand la regarda vraiment cette fois, ses yeux grands ouverts, sérieux, sincères. Elle ne jouait pas, elle essayait de le sauver. Durand hocha lentement la tête. « Tu as raison, dit-il. Absolument raison. » Il s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Merci, Émilie. Tu viens peut-être de me sauver la vie. » Émilie sentit un immense soulagement, mais son cœur battait encore fort. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda-t-elle. « D'abord, je veux que ta mère te mette en sécurité, » répondit-il. Madame Lefebvre trouvait clair et restait avec Émilie dans une pièce protégée. Personne n'entre ni ne sort sans mon ordre. Madame Lefebvre acquiesça et décrocha le téléphone pour appeler Claire. Émilie s'assit un peu rassurée, maintenant que quelqu'un de puissant la croyait. Durand saisit son téléphone de bureau et composa un numéro. « Ici, » Durand dit-il d'une voix ferme. « Nous avons un problème grave. J'ai besoin de vous immédiatement. Agent russe possible, menace explosive, venez incognito. » Puis il raccrocha et regarda encore Émilie. L'agent Morgan travaillait pour la DGSI. C'était quelqu'un en qui M. Durand avait toute confiance. Il attrapa son badge et se dirigea vers la porte. Avant de sortir du bureau, il se retourna. « Émilie reste avec Madame Lefebvre et ta maman. N'allez nulle part ailleurs. Je m'occupe du reste. » Émilie acquiesça. Madame Lefebvre la conduisit dans un autre couloir jusqu'à une pièce sans fenêtre avec une seule porte. À l'intérieur se trouvaient un petit canapé, un bureau et un écran affichant les caméras de sécurité du bâtiment. Claire était déjà là tenant sa serpillière, l'air perdu. « Émilie, qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-elle. Madame Lefebvre expliqua rapidement toute l'histoire. Claire resta bouche bée, puis serra sa fille contre elle. « Tu avais raison, » murmura-t-elle. « Je suis si fière de toi. » Pendant ce temps, M. Durand entrait dans le poste de sécurité du bâtiment. Les agents présents se levèrent, mais il leur fit signe de rester calmes. « Je veux toutes les images des 3 derniers jours, étage 14, et surtout autour de la salle électrique et de la salle de conférence. » Le chef de la sécurité acquiesça et lança les vidéos. Durand se pencha sur les écrans, scrutant chaque détail. Plusieurs séquences montraient des hommes en costume traversant des zones restreintes. Sur l'une d'elles, on voyait un individu entrer dans la salle électrique, alors que le couloir était vide. Sur une autre, le même homme en ressortait habillé en agent de sécurité. « Arrêtez-vous là. » Zoomez sur son visage, ordonna Durand. Le technicien s'exécuta. Durand prit une photo de l'écran avec son téléphone et l'envoya directement à l'agent Morgan avec ce message suspect, déguisé en membre du personnel. Besoin de renforts immédiats. Puis une autre vidéo lui serra la gorge. Un homme transportant un petit sac noir entra dans la salle de conférence, tôt le matin avant tout le monde, et ressortit les mains vides. Durand décrocha aussitôt. Verrouiller la salle de conférence. Personne n'entre, tant que l'équipe de déminage n'aura pas vérifié. Les gardes s'activèrent, tout s'enchaînait à grande vitesse. Durand pensa à Émilie, à quel point il avait frôlé la mort sans même le savoir. Quelques minutes plus tard, il se tenait dans la salle de surveillance principale, aux côtés de Jacques, le responsable sécurité. Les murs étaient tapissés d'écrans, montrant chaque recoin de la tour Lafayette. Jacques rembobinait les enregistrements des jours précédents, concentrés sur les couloirs de l'étage 14. « Là, dit Durand en pointant l'écran. Cet homme-là n'est pas des nôtres. » Jacques hocha la tête et vérifia les scans de badge du même moment. Le numéro utilisé ne correspondait à aucun employé enregistré. Une autre séquence montrait 2 imposteurs,
parlant à voix basse dans un couloir de maintenance. « C'est mauvais », marmonna Jacques. Durand prit aussitôt son téléphone et appela les ressources humaines. « Avons-nous embauché de nouveaux agents de sécurité cette semaine? »« Non, monsieur, » répondit la directrice RH. « Aucun recrutement récent. » Durand serra la mâchoire. Alors quelqu'un est entré avec de faux identifiants. Ce n'est pas une farce, c'est une infiltration. À cet instant, l'agent Morgan arriva avec une équipe de la DGSI spécialisée en explosifs. « Nous avons des agents positionnés partout dans le bâtiment », annonça-t-il. « Nous intervenons dès confirmation. » Durand les conduisit directement à la salle de conférence. À première vue, tout semblait normal. Grande table sol impeccable, chaises bien alignées pour la réunion à venir. Mais les agents commencèrent à inspecter chaque centimètre. En quelques minutes, l'un d'eux s'accroupit sous le fauteuil principal. « On a quelque chose », déclara-t-il. Tous s'écartèrent. L'objet était petit, mais mortel soigneusement dissimulé sous le coussin. Le chef d'équipe examina le dispositif. Déclencheur à pression. Dès que quelqu'un s'assoit, ça s'active. Durand sentit sa gorge se serrer. C'était exactement ce qu'Émilie avait décrit. Il sortit dans le couloir pendant que les démineurs neutralisaient l'engin. Puis il appela la direction du bâtiment. Annoncez qu'il y a une fuite de gaz du système de ventilation, étage 14 à 17. Faites évacuer discrètement. Ils firent en sorte que tout paraisse normal. Les lumières restèrent allumées. Des haut-parleurs diffusèrent de faux bruits de conversation et de fausses entrées de badge furent enregistrées pour tromper quiconque surveillait à distance. Ils savaient que les imposteurs reviendraient vérifier si leur plan avait réussi. Pendant ce temps, Jacques et M. Durand continuaient à examiner les caméras de surveillance suivant les déplacements des faux agents. 2 d'entre eux étaient entrés par l'accès du parking souterrain, tandis que le 3e avait été aperçu en train de se changer dans un local de ménage. « Ils ont bien préparé leur coup », dit Jacques. « Oui », répondit Morgan en hochant la tête. « Ce n'est pas une attaque isolée, c'est de l'espionnage. » Les agents placèrent des caméras discrètes autour de la salle de conférence et postèrent des enquêteurs en civil dans les bureaux voisins. Durand resta en retrait, observant le dispositif se mettre en place. Il ne cessait de penser à quel point il avait frôlé la mort. « Si cette petite fille n'avait rien dit, » murmura-t-il, « nous ne serions pas là pour en parler. » Durand s'isola quelques minutes dans un bureau vide pour réfléchir. Assis devant la fenêtre, il ne voyait pas la vue. Il pensait à Émilie, à cette fillette de 7 ans, cachée dans un placard, qui avait remarqué ce qu'aucun adulte n'avait vu. Elle n'avait pas seulement entendu quelque chose d'étrange, elle avait compris que c'était mal. Et au lieu de se taire, elle avait parlé encore et encore. Quand personne ne la croyait, elle avait insisté. Elle avait enregistré une preuve, cherché la bonne personne, et persisté jusqu'à ce qu'on l'écoute. S'il avait douté 1 minute de plus, cette chaise aurait explosé à 14 heures. Il serait mort tout comme plusieurs cadres, et les données militaires volées auraient fini entre des mains étrangères. « Elle a vu ce que les adultes n'ont pas vu », dit-il à voix haute. Il prit son téléphone et laissa un message au conseil d'administration. « Nous avons identifié une menace majeure. Je vous expliquerai tout demain, mais pour l'instant, sachez que nous devons nos vies à une petite fille nommée Émilie. » Au même moment, l'un des imposteurs revint à l'étage de la conférence, marchant lentement pour ne pas attirer l'attention. Il consulta sa montre et s'approcha de la porte. 2 agents le suivaient à distance. Il se pencha légèrement, écouta et esquissa un sourire convaincu que tout s'était déroulé comme prévu. Il glissa une main dans sa veste, peut-être pour en sortir un téléphone, peut-être un détonateur. Des gestes mains en l'air crièrent les agents. L'homme se figea,
puis prit la fuite dans le couloir, mais il ne fit pas 10 mètres, 3 autres agents l'attendaient près de l'escalier. Il fut plaqué au sol et menotté en quelques secondes. L'équipe fouilla le reste du bâtiment. Les 2 autres imposteurs furent arrêtés près des ascenseurs de service, porteurs de faux badges et d'équipements de communication. Au total, 3 suspects furent interpellés. Morgan confirma qu'ils étaient des agents étrangers venus voler des technologies de défense françaises. L'immeuble fut entièrement sécurisé dans la soirée. À la tombée de la nuit, la tour Lafayette était presque vide, hormis les équipes de la DGSI, quelques ingénieurs, et Durand restait dans la salle de conférence, désormais nettoyée. Il observa la table, les chaises, l'espace où la bombe avait été cachée. Tout aurait pu basculer. Des centaines de personnes travaillaient dans cette tour. L'explosion aurait tué des cadres de haut niveau et provoqué un chaos national. Et tout cela avait été stoppé par une enfant qui avait refusé de se taire. Durand se tourna vers Morgan. « Nous ferons une déclaration demain. Mais je veux que ce soit clair, cette fille doit être reconnue. Elle n'a pas seulement empêché une bombe, elle a empêché quelque chose de bien plus grand. » Morgan hocha la tête. Compris. Durand quitta la pièce, songeant déjà à la manière de remercier Émilie devant tout le personnel. Elle avait accompli plus que quiconque et sauvé des vies. L'information se répandit vite après les arrestations. En quelques heures, la DGSI confirma l'arrestation de 5 agents russes impliqués dans la tentative d'assassinat de M. Durand et dans le vol de technologies militaires hautement classifiées. Les suspects furent interrogés pendant des heures avant d'avouer qu'ils avaient étudié le bâtiment, installé un dispositif à détonation par pression et utilisé de faux identifiants pour s'infiltrer. Leur plan fonctionnait parfaitement jusqu'à ce qu'une fillette de 7 ans entende ce qu'elle n'aurait jamais dû entendre et refuse de se taire. L'affaire dépassa vite le cadre local. Les chaînes d'infos relayèrent l'histoire sous des titres comme « La fillette qui a sauvé la tour » ou « 7 ans et déjà déjoue un complot d'espionnage ». Des photos d'Émilie certaines avec son carnet de dessins, d'autres dans les bras de sa mère, apparurent sur tous les écrans et journaux. Des journalistes campèrent devant la tour Lafayette et contactèrent même son école. La DGSI publia un court communiqué saluant son courage. Émilie ne comprenait pas encore toute l'ampleur de ce qui s'était passé, mais elle savait qu'on l'écoutait désormais. Tout cela lui paraissait encore irréel. Quelques jours plus tard, Claire reçut un appel du bureau de M. Durand. Il voulait les rencontrer toutes les deux. Claire prit un jour de congé, habilla Émilie d'un jean propre et de son sweat jaune préféré. Puis elles retournèrent à la tour Lafayette, cette fois par l'entrée principale. Arrivées à l'étage exécutif, Madame Lefebvre les accueillit avec un grand sourire et les conduisit dans le vaste bureau de M. Durand. Il se leva et s'avança les bras ouverts. « Émilie, s'exclama-t-il chaleureusement, « je suis ravi de te revoir. » La fillette lui rendit un petit sourire timide pendant qu'il se penchait pour lui serrer la main. Claire resta en retrait, émue et un peu intimidée. Durand leur fit signe de s'asseoir. « J'ai repensé à ce que tu as fait chaque jour depuis, dit-il. Grâce à toi, une tragédie a été évitée. Des vies ont été sauvées. Et tu n'as pas hésité à faire ce qui était juste. » Les yeux de Claire se remplirent de larmes. Ce genre de courage mérite plus qu'un simple merci. Alors, j'aimerais t'offrir quelque chose qui durera toute ta vie. Je t'accorde une bourse complète. Cela veut dire que ta scolarité de la maternelle jusqu'au lycée sera entièrement prise en charge. Et quand viendra le temps d'aller à l'université, je paierai aussi tes études. Claire porta la main à sa bouche. « Monsieur Durand, c'est trop, vous n'êtes pas obligé ?» « Ce n'est pas trop, » répondit-il doucement. « C'est ce qu'elle mérite. » Émilie, sans tout comprendre, leva les yeux. « Alors, je peux devenir ce que je veux ?» Durand sourit. « Tout ce que tu veux. Alors je veux être comme les agents de la DGSI. » Ils étaient forts et courageux.
Moi aussi, je veux arrêter les méchants. Durand rit doucement. Alors c'est ce que tu feras. Claire retint ses larmes. Elle avait passé sa vie à nettoyer derrière les autres sans jamais imaginer qu'un jour, quelqu'un offrirait une telle chance à sa fille. Émilie ne le réalisait pas encore, mais son avenir venait de changer à jamais. De retour à l'école, tout semblait différent. Émilie n'était plus une élève ordinaire de CE1, elle était devenue une petite célébrité locale. Le premier jour, la directrice fit une annonce spéciale pour saluer son courage. En entrant dans la classe, ses camarades l'applaudirent. Sa maîtresse, Madame Roire, avait même accroché une banderole. Bienvenue, Émilie. L'après-midi, pendant la leçon, la maîtresse utilisa son histoire pour parler du courage. Faire ce qui est juste n'est pas toujours facile, dit-elle. Émilie a vu quelque chose d'inquiétant et a dit la vérité, même si elle avait peur. C'est ça, un vrai héros. Rougissante, Émilie resta silencieuse pendant que les enfants chuchotaient. « Tu as eu peur? Est-ce que la DGSI t'a donné un badge? » D'autres la regardaient simplement avec admiration. Elle se contenta de répondre qu'elle avait fait ce que n'importe qui aurait fait, tout en sachant au fond d'elle que ce n'était pas tout à fait vrai. La plupart des gens ne seraient jamais sortis du placard, encore moins n'auraient enregistré quoi que ce soit. Après l'école, Émilie et sa mère rentrèrent comme d'habitude à leur immeuble. Madame Ivanova était assise sur son banc tricotant. En voyant la fillette, elle se leva et ouvrit les bras. « Viens là, ma petite, » dit-elle en la serrant fort. « Je t'ai vue à la télévision. » J'ai appelé ma cousine à New York pour lui dire. « C'est ma petite voisine, Émilie Ritt. » Madame Ivanova la regarda dans les yeux et lui dit en russe « Ma petite héroïne. » Émilie ne parlait pas très bien russe, mais elle connaissait cette phrase. Elle sourit. « Tu t'es souvenu de tout ce que je t'ai appris. Tu as écouté quand les autres ne voulaient pas. C'est ainsi que naissent les héros, » ajouta la vieille femme. Claire, debout à quelques pas, souriait aussi. Cette semaine avait été un tourbillon journaliste, agent de la DGSI appel et interview. Pourtant, ce moment simple avec leur voisine semblait le plus précieux. Il rappelait que le courage naît souvent à la maison, dans les conversations tranquilles et les petites leçons du quotidien. Le soir, Émilie resta dans sa chambre, entourée de dessins, la salle de conférence, le faux garde, le moment où elle avait tendu le téléphone à Durand. Dans un coin de la feuille, elle se représenta elle-même portant une veste de la DGSI. Claire entra avec le dîner et posa l'assiette. « Tu y penses encore? »« Oui, on dirait un film. »« Et tu en étais la vedette, ma chérie, » répondit Claire avec un sourire. « Tu crois qu'ils se souviendront encore de moi quand je serai grande? Les gens se souviendront de ce que tu as fait. Mais surtout toi, tu te souviendras de ce dont tu es capable. » Émilie hocha la tête. « Je ne veux pas oublier. Je veux continuer à être courageuse. » Claire l'embrassa sur le front. « Tu l'es déjà. » De l'autre côté de la ville, M. Durand terminait un communiqué de presse. Il se conclurait le lendemain par une simple phrase. « Grâce à Émilie, des vies ont été sauvées et nous n'oublierons jamais son nom. » Émilie n'avait pas seulement changé le destin d'autrui, elle avait changé le sien. 5 ans plus tard, Émilie avait 12 ans et vivait désormais à Paris. Depuis les événements de la Tour Lafayette, sa vie avait pris un tournant extraordinaire. Grâce à la bourse de M. Durand, elle fréquentait l'un des meilleurs collèges privés de la capitale, aux côtés d'élèves venus du monde entier. Les cours étaient exigeants, mais Émilie adorait apprendre. Elle aimait particulièrement les langues et les sciences. Grâce à son ancienne voisine, Madame Ivanova, elle connaissait déjà les bases du russe et elle apprenait désormais le français et l'arabe. En cours de sciences, elle adorait résoudre des problèmes et poser des questions qui faisaient parfois réfléchir même les professeurs. Ses enseignants louaient souvent sa curiosité et sa concentration.
Émilie n'avait jamais oublié ce qui s'était passé quand elle avait 7 ans. Cet épisode faisait partie d'elle. Elle n'en parlait presque jamais à l'école, mais parfois quelqu'un lui demandait « C'est toi la fille dont on a parlé aux infos ». Elle souriait poliment et acquiesçait. Au fond d'elle, elle se souvenait de chaque détail, et ce souvenir façonnait peu à peu la personne qu'elle voulait devenir. Un jour, sa professeure donna un devoir intitulé « Quand je serai grande ». Chaque élève devait choisir un métier, expliquer ce qu'il impliquait, les études nécessaires et pourquoi il l'intéressait. Pendant que la plupart choisissaient médecin, avocat, sportif ou artiste, Émilie écrivit en haut de sa feuille « Analyste du renseignement ». Elle se souvenait de la DGSI et du colonel Morgan, de la manière dont ils avaient déjoué l'attentat et de leur mission protéger les gens en découvrant les menaces avant qu'il ne soit trop tard. Cette idée ne l'avait jamais quittée. Après l'école, elle envoya un message à M. Durand, lui demandant s'il connaissait quelqu'un à qui elle pourrait parler pour son projet. Le lendemain, il la rappela à Émilie « J'ai exactement la bonne personne, le colonel Morgan. Il ne travaille plus à la DGSI. Il est maintenant haut responsable à la DGSE. Je vais tout organiser. » Claire travaillait toujours comme femme de ménage, mais Durand proposa de financer le voyage, disant que c'était un investissement pour l'avenir. Elles arrivèrent à une entrée discrète du siège de la DGSE à Paris, pas celle des visiteurs ordinaires, mais celle réservée aux invités enregistrés. Un homme en costume les accueillit, le colonel Morgan. Il sourit en voyant Émilie et lui serra la main. « Alors c'est toi, la célèbre Émilie. J'ai entendu ton nom plus d'une fois ici. » Émilie sourit timidement. Il leur fit visiter les parties autorisées des couloirs bordés de photos de cartes de mission internationales. Il expliqua le rôle des analystes, recueillir des données, étudier des schémas, anticiper les menaces, aider les dirigeants à prendre de bonnes décisions avant qu'il ne soit trop tard. Après la visite, ils s'assirent dans une petite salle de réunion, garnie d'écrans et de livres. Morgan lui expliqua en détail que le renseignement n'était pas fait de gadgets ni d'espions de cinéma, mais d'observation, de compréhension humaine, de connexion logique et de protection des autres. Les bons analystes, dit-il, remarquent les détails que les autres ignorent. Ils posent des questions. Ils observent. Exactement comme toi quand tu avais 7 ans. Émilie demanda quelles compétences il fallait. L'esprit critique, les relations internationales, les langues étrangères et la compréhension des cultures, répondit-il. Si tu veux faire ce métier, tu devras comprendre le monde, pas seulement les faits, mais les gens. Claire, émue, regardait sa fille écouter avec passion. Quand la rencontre se termina, Morgan lui serra de nouveau la main. « J'espère que tu poursuivras cette voie. L'avenir a besoin de jeunes comme toi. Merci, colonel. Je continuerai à apprendre, promit Émilie. » Sur le chemin du retour, Claire lui murmura « Tu es faite pour ça, Émilie. » Et la fillette la crut de tout son cœur. La semaine suivante, Émilie présenta son exposé devant la classe. Elle expliqua le rôle d'un analyste du renseignement, comment ces professionnels œuvrent dans l'ombre pour prévenir les menaces et comment de petits gestes peuvent sauver des vies. Elle montra des photos de sa visite à la DGSE, celle qu'elle avait le droit de partager, et cita le colonel Morgan. Ses camarades écoutèrent attentivement. Même la professeure semblait impressionnée. C'était réfléchi, clair et inspirant, dit-elle. Bravo, Émilie. Après le cours, plusieurs élèves lui posèrent des questions. Je ne savais pas que ce métier existait. C'est plus cool qu'un détective. Émilie se sentit fière, non parce qu'elle avait fait sensation, mais parce qu'elle avait compris quelque chose d'essentiel et su le transmettre. Le soir, elle dit à sa mère « Je crois que c'est vraiment ce que je veux faire. Pas seulement à cause de ce qui est arrivé, mais parce que j'aime aider les gens. Je veux les protéger. » « Et tu le feras, » répondit Claire. « Tu l'as toujours fait. » Quelques jours plus tard, un courrier arriva de la part de M. Durand.
À l'intérieur, une lettre et une brochure épaisse. Émilie, je suis très fier de la jeune femme que tu deviens. J'ai parlé à quelques contacts et j'ai pu te réserver une place dans un programme d'immersion d'été organisé par l'ambassade de France à Londres. C'est un mélange de diplomatie d'études internationales et de résolution de problèmes mondiaux. J'ai tout de suite pensé à toi. Dis-moi si tu es intéressé. La brochure montrait des photos d'étudiants découvrant le travail des ambassades, la coopération internationale et la médiation de conflits réels. Émilie n'en revenait pas. Elle courut montrer le courrier à sa mère. Claire feuilleta les documents et sourit. « C'est une grande étape, ma chérie. » Émilie acquiesça. « Je veux y aller. » Elle envoya aussitôt un courriel à M. Durand. « Oui, je suis intéressée. Merci infiniment. » Et ce soir-là, assise sur son lit, elle repensa à la phrase écrite dans la lettre. « Tu vas changer le monde, Émilie. » Cela ne sonnait pas comme une formule aimable, mais comme un but à atteindre un défi qu'elle se sentait désormais prête à relever de toutes ses forces. À 18 ans, Émilie commença sa première année à l'université de la Sorbonne, à seulement quelques heures de l'endroit où sa vie avait changé pour toujours. Après des années d'efforts, de bourse et de travail acharné, elle était enfin là où elle avait toujours rêvé d'être. Elle choisit de se spécialiser en relations internationales, la voie idéale pour quelqu'un qui avait compris très jeune l'importance de la sécurité mondiale. Son emploi du temps était chargé politique étrangère, histoire, économie et cours intensifs de langue. À la fin de sa première année, elle parlait couramment le russe, presque couramment l'espagnol, et commençait à apprendre le mandarin. Ses professeurs remarquèrent rapidement sa rigueur et sa profondeur de pensée. Elle posait des questions pertinentes et ses dissertations témoignaient d'une véritable compréhension du monde réel, au-delà des manuels. Elle évoquait rarement l'incident de son enfance à Paris, sauf lorsqu'il s'avérait utile au débat. Mais chaque fois que le sujet surgissait, il captivait immédiatement l'attention. C'était la raison de sa détermination. Elle avait vécu ce que la plupart ne voyaient qu'aux informations, et cette expérience avait façonné toute sa personnalité. À sa 3e année, Émilie était devenue une étudiante remarquable, disciplinée, réfléchie et totalement investie dans ses objectifs. Lorsque son professeur annonça le mémoire de fin d'études, elle choisit un sujet personnel, le rôle des civils dans la détection précoce des menaces à la sécurité nationale. Elle intitula son mémoire « La voix derrière la porte du placard », un titre que peu comprirent. Elle y décrivait comment des citoyens ordinaires enfants, employés personnes extérieures au milieu de la sécurité, pouvaient parfois remarquer des comportements suspects que les professionnels négligeaient. Elle y intégra sa propre expérience des rapports de renseignement et des études universitaires. Son directeur de recherche qualifia son travail d'original et percutant. À la même période, Émilie reçut un courriel d'une personne qu'elle n'avait pas entendue depuis des années, le colonel Morgan. Désormais haut responsable à la DGSE, il lui écrivit qu'il suivait ses progrès avec fierté et l'invita à poser sa candidature pour un stage d'été au sein de l'agence. Émilie accepta immédiatement. Ce n'était pas simplement une opportunité, c'était un retour symbolique, une boucle qui se refermait. Le stage débuta durant sa dernière année d'université. Elle fut affectée à un bâtiment sécurisé en périphérie de Paris. De l'extérieur, il semblait banal, mais à l'intérieur, tout relevait du plus haut niveau de sécurité. Après les vérifications d'identité et plusieurs briefings, on lui confia une mission enquêtée sur des cas d'espionnage industriel visant des entreprises technologiques françaises. Elle fut associée à un autre stagiaire, Alex, un jeune homme calme et observateur, étudiant en cybersécurité. Ensemble, ils analysèrent des fichiers, étudièrent les liens entre entreprises et repérèrent des schémas suspects dans le trafic de données. Un nom revint sans cesse durant système. Émilie resta figée en voyant ce nom sur l'écran. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas franchi les portes de cette société ni revu M. Durand.
L'entreprise était désormais soupçonnée de fuite de données classifiées et d'accès frauduleux via de faux identifiants. Émilie garda le silence au début, mais lorsque leur supérieur annonça qu'il mènerait une mission sous couverture, elle comprit immédiatement ce que cela signifiait. Elle allait retourner à la Tour Lafayette, là où tout avait commencé. Mais cette fois, sous une identité d'agente du renseignement. Le jour venu, elle enfila un tailleur sobre, attacha ses cheveux, fixa un badge temporaire et entra dans la tour aux côtés d'Alex. Le hall lui sembla presque inchangé, à peine modernisé. Quelques nouveaux logos ornaient les murs, mais celui de Durand System brillait toujours en lettres dorées au 15e étage. Émilie garda la tête baissée et suivit Alex se faisant passer pour un duo d'auditeurs indépendants chargés d'un contrôle de sécurité. Personne ne posa de questions. À l'étage, ils rencontrèrent le service des ressources humaines, consultèrent les dossiers du personnel et vérifièrent les systèmes internes. De loin, Émilie aperçut M. Durand. Il traversait le couloir un peu vieilli, mais toujours élégant. Leurs regards se croisèrent un instant, puis il poursuivit sa route. Il ne la reconnut pas, et elle ne s'y attendait pas. Elle portait des lunettes, ses cheveux relevés, et son visage n'était plus celui d'une enfant de 7 ans. Mais il y avait quelque chose d'étrange à se retrouver si près de l'homme, qui jadis lui avait promis de protéger son avenir sans savoir qu'elle était là. Au fil des semaines, Émilie et Alex mirent au jour une découverte grave. Plusieurs employés présentèrent de faux diplômes. En creusant, ils identifièrent un schéma précis. 3 embauches avec de fausses attestations universitaires venues de Chine, toutes ayant accès à des dossiers liés à des contrats de défense. En suivant la trace numérique, ils découvrirent que des données sensibles étaient fragmentées, déguisées en trafic anodin et transmises vers des serveurs étrangers. Ils rapportèrent tout à leur supérieur qui autorisa une opération d'infiltration. Et c'est Émilie que l'on chargea de la diriger. Elle connaissait les lieux, les systèmes, les routines des choses qu'aucun autre stagiaire n'aurait pu maîtriser. Un soir, alors que les bureaux étaient presque vides, elle resta seule et installa un serveur factice destiné à piéger les suspects. La boucle était bouclée. La petite fille cachée dans un placard était devenue l'agent qui tendait le piège. Le plan fonctionna. En quelques heures, l'un des imposteurs tenta d'accéder aux faux fichiers et fut arrêté. 2 autres furent capturés la même nuit. Lorsque tout se calma, Durand System fut innocenté de toute faute, mais l'opération avait prouvé que la menace était bien réelle. Monsieur Durand, désormais informé de toute l'affaire, demanda à rencontrer l'agent responsable, d'avoir une fois de plus sauvé son entreprise. Émilie se présenta dans son bureau cette fois, munie de ses insignes de la DGSE. Il la regarda un instant intrigué, puis un lent sourire apparut sur son visage, lorsqu'il la reconnut. « Émilie, demanda-t-il. Elle hocha la tête. « C'est un plaisir de vous revoir, monsieur. » Durand se leva et lui serra la main. « Je n'en reviens pas. Tu es devenue une femme et encore une fois tu m'as sauvé. » Ils discutèrent quelques minutes de l'opération des preuves recueillies, de la gravité de la situation. Puis Durand la regarda avec émotion. « Quand tu avais 7 ans, je t'ai dit que tu pouvais devenir tout ce que tu voulais. Je ne m'étais pas trompé. » Émilie sourit. « Vous avez rendu cela possible. Vous avez cru en moi quand je n'étais qu'une enfant, avec un téléphone et un avertissement. » Il acquiesça. « Et maintenant, te voilà à la tête d'enquêtes internationales. » Avant de partir, Émilie balaya la pièce du regard. Tant de choses avaient changé, mais sa mission restait la même, protéger les autres, rester vigilante. Agir quand personne d'autre n'osait. Ce n'était pas la fin d'un projet, mais le début d'une carrière. Les années passèrent et la carrière d'Émilie dépassa toutes les attentes. À 34 ans, elle avait déjà déjoué plusieurs tentatives d'espionnage étranger, contribué au démantèlement de réseaux clandestins sur plusieurs continents
et participer à la refonte des relations entre les services de renseignement et le secteur privé. Elle fut promue directrice adjointe du contre-espionnage à la DGSE, devenant la plus jeune à occuper ce poste. Au sein de l'agence, on la respectait non seulement pour son intelligence et son efficacité, mais aussi pour son humanité. Elle n'avait jamais oublié ce que signifiait être de l'autre côté. Elle traitait son équipe avec équité, posait les bonnes questions et écoutait avant de décider. Émilie travaillait de longues heures à étudier les schémas internationaux, à renforcer les alliances et à former la nouvelle génération d'agents. Elle ne recherchait ni la gloire, ni la reconnaissance publique, seulement la sécurité et la vérité. Son travail n'était pas de réagir aux menaces, mais de les prévenir, et c'est ce qui la rendait unique, l'une des dirigeantes les plus fiables du renseignement français. Puis vint un moment qu'elle n'aurait jamais imaginé une réunion privée avec le président de la République. Après examen de son parcours et consultation de ses conseillers, le chef de l'État avait pris sa décision. Émilie était nommée pour devenir directrice générale de la DGSE, la plus haute fonction du renseignement français, un poste réservé aux esprits les plus respectés et les plus expérimentés. L'annonce officielle devait avoir lieu le mois suivant, mais d'abord, le président voulait savoir si elle accepterait. Elle ne répondit pas immédiatement. Non pas qu'elle doutât de sa capacité, mais parce qu'elle mesurait le poids d'une telle responsabilité. Elle avait servi sous plusieurs directeurs, certains trop éloignés du terrain, d'autres trop prisonniers de la politique. Émilie ne voulait être ni l'un ni l'autre. Si elle devait accepter, il fallait que cela ait du sens. Avant de donner sa réponse, elle décida d'accomplir un geste personnel, un retour aux origines. Un matin calme, Émilie prit l'avion pour Paris. Pas de caméra, pas de journaliste. Elle envoya simplement un message à M. Durand. « Êtes-vous libre pour me voir ?» Il répondit aussitôt oui. Ils se retrouvèrent dans le hall de la Tour Lafayette. L'immeuble avait changé, nouveau sol, nouvelles lumières, nouvelles entreprises, mais la structure restait la même. M. Durand avait les cheveux gris et la démarche plus lente, mais son sourire n'avait pas changé. « Tu n'étais pas obligé de venir, dit-il. »« Si, répondit Émilie. Je devais venir. » Elle le mena jusqu'au 14e étage, longea le couloir qu'elle connaissait mieux que quiconque et s'arrêta devant la petite porte qui autrefois menait au placard à matériel. Le local servait toujours au stockage comme avant. Elle l'ouvrit, entra et resta silencieuse un instant. « C'est ici que tout a commencé, » murmura-t-elle. « C'est ici que j'ai compris qu'il fallait agir même quand personne ne voulait me croire. » Durand hocha la tête émue. Ils restèrent quelques minutes dans le silence chargé du lieu. Puis Émilie se tourna vers lui. « Ils veulent que je prenne la direction de l'agence, » dit-elle doucement. « Directrice générale. » « Je n'ai pas encore dit oui. » Durand la regarda avec une fierté sincère. « Pourquoi hésiter ?» Elle expliqua qu'elle voulait être sûre que ce poste garde son sens, qu'il serve encore les citoyens ordinaires, ceux qui voient, qui écoutent, qui s'interrogent, ceux qui, comme elle autrefois, refusent de se taire. Durand posa une main sur son épaule. « Tu n'as jamais oublié d'où tu venais, Émilie. C'est exactement pour cela que tu es la bonne personne. » Avant de partir, Émilie lui demanda une dernière faveur. « Serez-vous présent lors de la cérémonie de prestation de serment ?» Il sourit sans hésiter. Qui pourrait manquer un tel moment? Ils sortirent ensemble du placard à matériel, désormais simplement deux vieux amis, unis par un souvenir qui avait changé leur vie à tous les deux. Le jour de sa prestation de serment officielle, la salle était remplie d'agents du renseignement, de responsables politiques, de membres du personnel et de familles. Les médias étaient présents, les caméras tournaient discrètement pendant que la cérémonie commençait. Monsieur Durand était assis au 2e rang, les yeux fixés sur la scène. Il n'avait parlé à personne de l'importance de ce moment pour lui,
mais la fierté dans son regard en disait long. Émilie s'avança vers le pupitre vêtu d'un tailleur sombre et simple. Elle avait l'air calme, assurée, prête. Après avoir prêté serment, elle prononça un discours bref. Elle n'utilisa ni slogan politique, ni grande formule, elle parla avec simplicité et clarté. La sécurité nationale ne commence pas dans des salles secrètes ni derrière des portes closes, dit-elle. Elle commence avec des citoyens ordinaires qui se soucient assez pour dire quelque chose quand quelque chose ne va pas. C'est là que naît la prévention. C'est là que commence le changement. La salle était silencieuse, suspendue à ces mots. On ne peut pas protéger un pays si l'on se déconnecte de ceux qui y vivent. Voilà mon engagement diriger cette agence avec sens responsabilité et respect pour ceux que nous servons. J'avais 7 ans la première fois que j'ai compris ce que signifiait la sécurité nationale. Je ne connaissais pas le mot à l'époque, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Et je n'ai pas gardé le silence. J'ai parlé. Et quelqu'un a écouté. Elle leva les yeux vers M. Durand dans le public. Ce regard à lui seul racontait toute l'histoire. Des applaudissements éclatèrent. Certains se levèrent, d'autres essuyaient des larmes. Pour beaucoup, ce n'était qu'un discours fort d'une nouvelle directrice. Mais pour Émilie et Durand, c'était bien plus la clôture d'un cercle, la fin d'un chapitre et le commencement d'un autre. Lorsque la cérémonie prit fin, les journalistes posaient des questions et les officiels félicitèrent la nouvelle directrice générale de la DGSE. Émilie jeta un dernier regard vers Durand. Il lui sourit, hocha légèrement la tête et murmura silencieusement « Merci ». Elle répondit d'un sourire. Elle était désormais directrice générale du renseignement français, la plus haute fonction du pays. Mais malgré les titres, malgré les honneurs, elle n'avait jamais oublié la leçon apprise, enfant dans un placard poussiéreux. Parfois, la plus petite voix peut protéger tout un pays. Opération Yeux vigilants. À 49 ans, Émilie dirigeait la DGSE depuis plus d'une décennie. Elle avait mené des opérations à travers le monde réformé, les procédures internes et renforcé les partenariats avec des dizaines de services étrangers. Mais parmi toutes ces réussites, un projet lui tenait particulièrement à cœur, un projet personnel, l'opération Yeux vigilants. C'était son idée inspirée de sa propre enfance. Le programme visait à apprendre aux enfants à reconnaître et signaler en toute sécurité les comportements suspects dans leur environnement. Il ne s'agissait pas d'en faire des espions, ni de leur faire peur du monde, mais de leur enseigner la vigilance, de leur montrer que leurs observations comptaient. Le programme fut introduit dans les écoles de toutes les régions de France. On y apprenait aux enfants à remarquer ce qui semblait inhabituel et à en parler à des adultes de confiance. Des affiches furent installées dans les classes. Des bénévoles, agents policiers, éducateurs animaient des ateliers. Émilie croyait profondément en cette mission. Elle savait ce qu'une seule voix d'enfant pouvait accomplir. Après tout, elle-même avait été cet enfant, et cela avait changé sa vie et sauvé bien d'autres. Un matin, un dossier attira immédiatement son attention. Une fillette de 8 ans, nommée Eva, s'était présentée dans un commissariat fédéral avec sa grand-mère, demandant à parler à la sécurité. Les agents d'abord intrigués l'écoutèrent. Eva expliqua que depuis plusieurs jours, elle voyait 2 hommes prendre des photos près de la clôture d'une base navale proche de son école. Ils avaient un équipement étrange et parlaient une langue qu'elle ne reconnaissait pas. Personne d'autre ne semblait s'en inquiéter, mais elle trouvait cela bizarre. Plutôt que d'ignorer la situation, elle en parla à sa grand-mère, qui la prit au sérieux et l'aida à signaler l'incident. L'information remonta du poste local jusqu'au siège. Les analystes comparèrent les images de surveillance au schéma connu. Les détails fournis par Eva correspondaient parfaitement à une enquête déjà en cours. Sa déposition devint la pièce manquante du puzzle.
2 semaines plus tard, l'agence confirma que les 2 hommes observés par Eva appartenaient à un réseau d'espionnage étranger, surveillant les mouvements navals depuis des mois. Leur objectif, recueillir des informations sur les départs de navires, les essais d'équipement et les livraisons sensibles. Grâce au signalement d'Eva, la DGSE et la Marine nationale coordonnèrent une vaste opération. Des arrestations eurent lieu dans 3 villes. Des données confidentielles furent récupérées et une brèche majeure fut évitée. Quand Émilie reçut le rapport complet, elle demanda qu'Eva et sa grand-mère soient invitées au siège. Elle voulait la rencontrer personnellement. Lorsque la fillette entra dans son bureau timide, mais curieuse, Émilie lui sourit et s'accroupit à sa hauteur. « Eva, dit-elle doucement, tu es une héroïne. » Eva haussa les épaules. « Je trouvais juste ça bizarre, » répondit-elle. Émilie rit doucement. « C'est comme ça que tout commence. Tu as vu quelque chose qui n'allait pas et tu as agi. C'est ce qui fait toute la différence. » Ce moment ramena à Émilie une vague de souvenirs. Le cercle, une fois encore, venait de se refermer. Après la visite, Émilie libéra son après-midi et décida de faire un détour personnel. Elle avait une nouvelle très importante à partager avec quelqu'un de cher. Plus tard dans la journée, elle se rendit dans une maison de retraite paisible à la périphérie de Paris. Le personnel l'accueillit avec des sourires bienveillants, elle y venait souvent. Dans une chambre privée remplie de photos anciennes et de livres, Monsieur Durand était assis dans un fauteuil près de la fenêtre. Il avait 92 ans, parlait et bougeait plus lentement qu'autrefois, mais son regard restait vif. Émilie s'assit à ses côtés et lui prit la main. « C'est arrivé encore une fois, » dit-elle doucement. Une autre petite fille a remarqué quelque chose d'étrange. Elle en a parlé, et grâce à elle, nous avons démantelé une cellule d'espionnage. Durand sourit. « Comme toi autrefois. » Émilie acquiesça. « Exactement comme ça. » Ils restèrent là, silencieux, un long moment, pensant à tout ce qui avait changé et à tout ce qui, au fond, restait pareil. Ce soir-là, de retour au siège de la DGSE, Émilie rejoignit son bureau. Le bâtiment était calme, la plupart des agents déjà partis. Elle s'assit à son bureau, ouvrit une nouvelle page dans son carnet, relié de cuir, et commença à écrire. Tenir un journal était devenu une habitude au fil des ans, une façon de réfléchir, de mettre de l'ordre dans ses pensées et de laisser une trace écrite de sa main. Sur cette page, elle écrivit « Il y a 42 ans, la curiosité d'une enfant a protégé une nation. Aujourd'hui, j'aide d'autres à faire de même. Eva m'a rappelé pourquoi nous faisons ce métier, pas seulement pour arrêter des menaces, mais pour construire une culture de vigilance, de confiance et d'action. La vigilance ne naît pas du pouvoir. Elle vient des gens, des citoyens ordinaires qui se soucient assez pour prêter attention. » Elle fit une pause, puis ajouta une dernière ligne. « Parfois, les voix les plus petites portent la plus grande force. » Elle referma le carnet et le rangea dans son tiroir. Le bureau était désormais plongé dans l'obscurité, mais elle ne se sentait pas seule. L'héritage qu'elle avait commencé enfant s'était transmis à d'autres. Il continuerait, car à présent, bien d'autres yeux veillaient. Cette nuit-là, Émilie quitta le bâtiment, l'esprit apaisé. Le monde restait plein de défis. La technologie évoluait sans cesse et de nouvelles menaces apparaîtraient toujours. Mais elle avait bâti quelque chose de solide, une agence connectée au peuple des programmes formant la nouvelle génération et une nouvelle façon d'incarner le leadership dans le renseignement. En traversant les couloirs silencieux, elle passa devant le mur de l'histoire de l'agence, orné de portraits de ses anciens directeurs. Le sien venait d'y être ajouté. Elle s'arrêta un instant, non par orgueil, mais par gratitude. Tout ce qu'elle avait accompli ne venait pas d'un génie exceptionnel, ni d'une expérience précoce. Cela venait d'une chose simple, elle avait observé poser des questions,
et oser parler quand d'autres se taisaient. Et maintenant, elle avait contribué à créer un avenir où d'autres pourraient en faire autant. Eva n'était que le commencement. Il y en aurait d'autres des enfants dans les villes, les villages et les écoles de tout le pays, observant, réfléchissant, remarquant, prêts à agir. Émilie sourit. Son histoire avait commencé par un chuchotement. À présent, elle résonnait partout. Et voilà la fin de cette histoire. Merci d'être resté jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez préféré ou moins aimé. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle histoire.